va parler aujourd'hui et maintenant de l'innovation, mais avec un axe bien particulier qui est celui du transfert de technologie et de la valorisation de la recherche. Très souvent, quand on parle de valorisation de la recherche, on a l'impression que c'est vraiment la partie la plus difficile, la plus complexe, la plus sophistiquée de l'innovation, c'est vrai. Mais en même temps, c'est la partie qui permet vraiment le développement des pays, et surtout à l'ère du numérique et à l'ère où la technologie est clairement à l'honneur. Donc, pour parler de cela, on a deux différents profils avec deux différents backgrounds et on va essayer de se nourrir de leur expérience. Alors, Yessine Lerziwi, qui aujourd'hui représente l'institution UM6P et OCP en duo, qui est un serial entrepreneur et qui aujourd'hui gère toute la partie qui est chargée de l'innovation et du venturing au sein de UM6P. Et Georges Lys, qui représente Eureka, qui est un réseau d'acteurs présents dans 45 pays et dont le rôle est l'essence même de la mission et le rapprochement du monde des entreprises avec celui de l'innovation et de la recherche. Merci pour votre présence. Donc pour démarrer, on va démarrer avec vous, Yessine. UM6P aujourd'hui, c'est tout un écosystème. En collaboration avec OCP, il y a un ensemble d'initiatives qui ont émergé, qui continuent aujourd'hui à voir le jour et qui se développent. Est-ce qu'on pourrait parler de ce que fait aujourd'hui UM6P pour impulser le transfert technologique et la valorisation de la recherche au Maroc? Merci Ouda, un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui ici. Merci pour l'invitation. Donc, effectivement, le transfert technologique est forgé dans l'ADN de UM6P, dans le sens où le parti pris fait par l'université depuis le démarrage de la construction a été de mettre la recherche et l'innovation au cœur de tout ce programme, de son programme pédagogique, aussi de son business model. Donc, pour expliquer, c'est une approche top-down. Ça veut dire on commence par un besoin, par les besoins, on va dire, pressants et stratégiques du continent africain, pour après définir des programmes de recherche. Et il y a des chercheurs du monde entier, principalement des membres de la diaspora marocaine et africaine, qui ont déjà fait leurs preuves et qui construisent des programmes de recherche qui répondent justement à ces besoins pressants. Donc, pour en citer quelques-uns, aujourd'hui, l'Afrique doit traiter la question de la sécurité alimentaire, l'industrialisation durable, le healthcare, tout ce qui est médical, et aussi d'autres projets tels que l'exploitation durable des ressources. Donc tous ces projets-là, ils font partie en fait, de la vision du M6P et après on développe. Donc pour vous dire en chiffres, donc aujourd'hui, même si l'université elle est à son jeune âge, aujourd'hui on est à plus de 30 brevets directs déposés, aussi 200 brevets déposés par Massier, qui fait partie aujourd'hui du M6P, et aussi plus de 236 projets de recherche avec plus de 2000 publications. Donc, ce qui veut dire que malgré son jeune âge, le fait qu'on s'est basé et qu'on a appuyé toute notre feuille de route sur le besoin réel de l'Afrique nous a permis justement d'aller rapidement et de dérouler. D'accord. Donc, au niveau des chercheurs, clairement, les programmes ont été mis en place, mais qu'en est-il de la partie financement et qu'est-ce que UM6P prévoit dans ce sens? Quels sont les mécanismes de financement? Est-ce que ce sont des mécanismes organiques ou est-ce que vous faites plutôt appel à des venture capitalistes, etc., externes? C'est en effet une excellente question, parce que sans financement, on peut pas faire de la recherche, même si on est passionné, donc il faut des moyens. Et l'université, même si elle a cette vision avant-gardiste, elle comprend qu'il faut mettre les moyens nécessaires pour justement adosser cette vision. Et donc aujourd'hui, la réponse à ta question, c'est justement il faut s'associer à des industriels. Et au risque de me répéter, il faut commencer par les besoins vitaux et stratégiques des nations et des industriels et des entreprises. Et si on a cette approche-là, top-down, ça nous permet justement facilement de lever des fonds pour des programmes de recherche applicative, mais pas que. Il y a cette partie, on va dire, pour les TRL assez pas élevée, mais pour des projets matures. On a un deuxième bras au niveau de l'université, qui est le capital investment, the venturing. Donc, c'est assez avant-gardiste pour l'université, mais on a plusieurs fonds d'investissement aujourd'hui pour justement financer la deep tech. Et dès qu'un projet est mature, pas nécessairement, dès qu'un projet a besoin d'aller rencontrer le marché,
où il faut chercher le Products Market Suite, il faut avoir des inputs du marché pour fine-tuner la solution. On a des fonds d'investissement qui nous permettent justement d'investir en pre-seed, en seed, et après on a d'autres partenaires qui investissent avec nous. Donc les deux mécanismes, il faut s'adresser aux industriels pour les projets de recherche, et il faut aussi un bras venture capital qui permet de financer des projets assez matures. Parfait, merci beaucoup. Je pense que c'est une bonne transition du coup, Georges, par rapport à la mission d'Eureka. Donc, s'il est possible de présenter Eureka, je sais qu'Eureka, c'est un gros projet, il y a énormément de parties prenantes, il y a 45 pays environ, vous opérez depuis les années, fin des années 90. Et puis, franchement, votre philosophie, justement, c'est aussi de partir du besoin de l'industrie. Donc, est-ce qu'il est possible de nous en dire un petit peu plus? Tout à fait. Allô? Ça marche? Oui? Ah, OK. Bah, merci beaucoup, Ouda. Merci. Bonjour à tous. Oui, OK. Ça, c'est un peu mieux. Bonjour à tous. Merci à BPI pour l'invitation. Je m'excuse de mon français, ce n'est pas parfait. Je vais faire le mieux que je peux. Voilà, pour parler un petit peu, pour expliquer Eureka dans quelques minutes, ça va être un challenge, mais je vais essayer. Donc, Eureka s'était créé en 1985. C'est un grand réseau, le plus grand réseau international de coopération pour la recherche et le développement et pour l'innovation. Depuis la création, ça a commencé avec 18 pays européens. Maintenant, c'est devenu un réseau global. Depuis 2009, on a commencé avec la Corée du Sud. Après ça, le Canada, l'Afrique du Sud, le Chili, l'Argentine et plus récemment Singapour. Mais Eureka a toujours été un réseau ouvert à la participation de tous les pays, de tous les types d'entités. Donc, on a déjà appuyé plus de 7000 projets d'R&D avec un investissement supérieur à 48 billions, c'est 1000 milliards d'euros, je crois, oui, et plus de 35 000 organisations. Donc, c'est un instrument pour la coopération internationale. Tous nos projets sont projets de coopération internationale entre au moins 2 pays d'Eureka, mais avec la possibilité aussi des pays hors Eureka, et c'est ça que je voudrais parler aussi, des instruments spécifiques qu'on a pour collaborer aussi avec les pays hors du réseau Eureka. Ça s'appelle Global Stars et je vais expliquer un petit peu sur ça. Les principaux clients d'Eureka sont les PME. Ça représente plus ou moins 60% des participants dans les projets Eureka. Mais on a aussi des grandes entreprises, des universités, donc l'académie est aussi présente. Les principaux avantages de la participation à Eureka, c'est bien sûr l'accès à nouveaux marchés et pas seulement maintenant dans l'Europe, que c'est déjà très grand, mais aussi dans tout le monde maintenant. Nos partenaires, ils établissent des relations de long terme avec ces partenaires. Il y a beaucoup de tech transfer, de transfert de la connaissance aussi entre les partenaires dans les projets et bien sûr d'augmentation de revenue, de growth, de sales. En termes de la technologie de Eureka, le top technological area, c'est l'électronique, c'est le plus fort, mais il y a un très grand un focus sur la santé, la biologie, la pharmacie aussi, et aussi l'industrie, c'est très fort aussi. Je voudrais parler spécifiquement sur 2 instruments qu'on a. On a plusieurs programmes dans Eureka. Donc, Georges, par rapport à ces 2 programmes, oui. Donc finalement, pour quelqu'un dans le public qui ne connaît pas le projet et qui a envie d'être impliqué dans les programmes Eureka, c'est essentiellement ces 2 projets-là qui sont... Oui.
comme je disais, tous les programmes Eureka sont ouverts à la participation des entreprises dans le réseau, des pays de réseau, mais aussi hors du réseau. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un programme spécifique pour la collaboration avec des pays qui sont hors du réseau Eureka. Ça s'appelle Global Stars. On a commencé ça en 2016 avec le Chili. On a fait des appels avec le Brésil, l'Inde, l'Argentine, et Taïwan et Singapour. Et maintenant, on essaie de lancer des appels pour des projets aussi avec les pays africains. On a eu un groupe de travail spécifique pour ça. On a l'Afrique du Sud qui fait déjà partie du réseau Eureka. Donc, avec le DSI de South Africa, de l'Afrique du Sud, on est en train de faire des contacts et on a progressé déjà avec le Kenya, avec le Nigeria et aussi avec le Maroc. Donc, on voudrait encore cette année firmer ce qu'on appelle une Declaration of Intent, une déclaration d'intention avec le Maroc pour lancer un appel pour des projets. Donc là, ce qu'on fait, c'est dans cet appel spécifique, il faut absolument avoir l'engagement du pays target, le pays dehors du réseau Eureka, mais on a un très grand intérêt de la France à travers des BPI, mais aussi des autres pays qui participent, le Portugal, l'Espagne, le Danemark, la Belgique, l'Allemagne, qui sont très intéressés à se rejoindre aussi dans cet appel à projet. Il y a aussi un autre instrument que c'est nouveau. On a déjà eu un projet pilote financé par la Commission européenne, mais maintenant, cette année, on va lancer le premier appel de Eureka Innowide. Et ça, c'est un programme qui aide les PME innovatrices qui veulent sortir. Donc, c'est des PME qui ont déjà développé des produits, des services et qui veulent venir sur des marchés hors Europe. Mais dans ce premier appel qu'on va lancer, ça va ouvrir le 5 septembre, on va avoir une priorité spécifique vers l'Afrique. Et cet appel va avoir la possibilité de la réciprocité. Ça veut dire que c'est aussi ouvert à les entreprises africaines qui veulent venir sur le marché européen avec ces projets, ces idées. Ça va être ouvert pendant 2 mois. Ce sont des petits projets de Market Feasibility Projects. Ce sont de lump sum grants de 60 000 euros par projet, où les entreprises doivent trouver un partenaire dans le marché target, le marché visé, pour les aider à voir quelles sont les barrières, quelles sont les nécessités de faire encore de la recherche, de développement sur ces produits, sur ces solutions, pour enfin venir sur le marché. Merci. Merci. Alors, revenir, Yessine, en écoutant Georges, la question qui se pose souvent quand on regarde le milieu académique et celui de la recherche, c'est à quel point est-ce que ce qui se fait au niveau des centres de recherche permet vraiment de répondre aux problématiques des entreprises, et comment est-ce que les chercheurs, aujourd'hui, surtout dans nos pays à nous du Maghreb, comment est-ce qu'on arrive vraiment à créer des incentives pour que les chercheurs deviennent des chercheurs quelque part entrepreneurs, ou en tout cas qui s'ouvrent vraiment sur l'industrie pour essayer de créer des idées innovantes et transférables et valorisables? Je commencerai par la deuxième question. Vous serez surpris par voir à quel point les chercheurs, surtout de la diaspora marocaine et africaine, et même les autres, sont très motivés pour venir dans nos pays et faire de la recherche. Ce qu'il leur faut, c'est une vision très claire de ce que tu veux faire en tant qu'université, ce que vous voulez faire en tant qu'université, et aussi, est-ce que vous avez les moyens de votre vision, de votre ambition. Donc, pour être clair, justement, à UM6P, on a essayé justement à répondre à ces deux problématiques-là, et on a réussi à attirer les meilleurs chercheurs, dont certains sont dans les top 100 à l'échelle mondiale, et ils sont venus à la ville verte de Bengrir, à côté de Marrakech, parce que justement, ils ont acheté cette vision de devenir
de positionner le Maroc et l'Afrique à l'avant-garde de l'innovation. Et donc, ce qu'ils font aujourd'hui, vous savez, pour ne pas compliquer les choses, un chercheur, c'est un talent très motivé, passionné par ce qu'il fait. Donc, ce qu'il veut, en primo, ce qu'il veut, c'est qu'il veut avancer sur son projet de recherche et voir son projet concrétisé. Donc, si l'université, si l'entreprise, si n'importe quel organisme offre justement le cadre idéal pour cela, je pense que les chercheurs viendront et ils prennent même des décisions de l'ordre qui peuvent chambouler leur vie familiale pour justement parce qu'ils achètent. Et donc, pour être un peu plus concret, à UMC Space, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on offre premièrement un écosystème, une infrastructure, des living labs de classe mondiale. Des exemples, je parlerai de la ferme expérimentale, plus de 110 hectares. Tous les moyens sont mis pour que justement ces chercheurs-là puissent venir expérimenter, essayer et faire évoluer leurs solutions. Il y a aussi la GEP, Green Energy Park, au niveau de la vie verte de Ben Guerir, qui est l'une des plus grandes plateformes de recherche sur l'énergie renouvelable. On a aussi le data center, je ne sais pas si vous savez, que le data center au niveau de l'université de Ben Guerir est le plus puissant au niveau de l'Afrique, le 26e à l'échelle mondiale. Donc sur le niveau du digital, de la recherche, de l'optimisation, il n'y a pas meilleur pour venir faire de la recherche. Et puis il y a d'autres aussi initiatives. Il y a aussi la Fondation Massir qui est de classe mondiale aussi et qui travaille aujourd'hui avec 19 clients, avec énormément de brevets, etc. Donc si on offre ce cadre sérieux de recherche à ces chercheurs-là, avec bien sûr un output de financement pour faire de la start-up s'ils le souhaitent après, je pense que tout chercheur n'hésitera même pas une seconde pour venir et travailler dur pour ce pays et pour ce continent. Et donc par rapport à ce que fait UM6XP aujourd'hui et à cet incroyable moteur, je dirais, pour le Maroc, quelles sont les 3-4 priorités sur les prochaines années? Est-ce qu'aujourd'hui, si on regarde un peu ce que fait UM6XP, est-ce qu'on parle plus de régionalisation? Est-ce que l'accent va plus être mis sur la deep tech? Quelles sont vraiment les priorités de UM6XP, même pour ceux qui aujourd'hui se demandent comment ils pourraient collaborer avec votre organisation et son écosystème? Merci d'avoir posé la question. Premièrement, l'université est contente de collaborer. C'est une université basée sur la diversité. Donc, il y a des chercheurs du monde entier, il y a des entrepreneurs du monde entier qui viennent à l'université aujourd'hui. Et donc, tout le monde est le bienvenu s'il veut contribuer à ce beau projet. Maintenant, par rapport à la vision de l'université, les priorités, aujourd'hui, l'université se positionne en tant qu'université panafricaine. Et pas uniquement, comme vous le savez, vous l'avez dit au début, on est plus un hub d'innovation qu'une université. Donc, il y a l'université d'éducation qui est primordiale, il y a de la recherche, mais il y a aussi l'entrepreneuriat et le venturing. Et aujourd'hui, on veut aller vers l'Afrique parce qu'on est africain, on y croit. L'Afrique, en fait, elle va alimenter le monde demain, elle va industrialiser le monde demain, elle va produire les biens de demain, et nous y croyons. Donc aujourd'hui, nous avons cette vision-là, et nos priorités sont les priorités de l'Afrique. Donc la sécurité alimentaire est le premier programme de recherche et d'entrepreneuriat à travers l'agro-bioscience. On a aussi le healthcare aujourd'hui. L'université va se positionner à l'avant-garde du healthcare en partenariat avec les meilleurs à l'échelle mondiale, notamment les universités d'Harvard et de Jérusalem. On a aussi une verticale sur la chimie et sur le mining. Pourquoi? Parce que l'exploitation optimisée, durable des ressources de l'Afrique est nécessaire aujourd'hui et ça doit être une question primordiale. Il ne faut pas penser que l'exploitation des ressources est sans limite. Il faut y penser maintenant. La durabilité, la sustainability est une priorité. Donc, c'est les priorités de l'Afrique, pour résumer, qui sont nos priorités. Et on les travaille avec des chercheurs venus du monde entier. Merci Essine. En tout cas, ça donne beaucoup d'espoir. Et bravo pour ce que fait votre organisation. Ce qui m'amène, Georges, peut-être à une question qui est basée sur les années d'expérience de votre organisation. Finalement, vous êtes dans 45 pays, vous avez dit avoir financé environ 7000 projets. Si on devait retenir les Key Success Factors, aujourd'hui, pour les pays qui sont là et qui souhaiteraient faire un transfert de technologie réussi et valoriser leur recherche, si on devait résumer entre 3 et 5 facteurs clés de succès aujourd'hui pour réussir ce défi-là, quels seraient-ils? Oui. Je crois que pour retenir le message ici, c'est que Eureka c'est ouvert et le plus important d'Eureka, c'est le réseau. Dans tous les pays Eureka, il y a des personnes
dans les agences spécialisées dans l'innovation, dans la recherche et le développement. C'est où ils peuvent trouver du financement pour les projets. On a multiples types de programmes et on fait les critères d'évaluation des projets sont standards sur Eureka. Donc, le label de Eureka, c'est un label de qualité, d'excellence, et que normalement facilite l'accès au financement public à travers des agences comme BPI France. Et dans tous les pays d'Eureka, c'est ça qu'on peut trouver. On peut trouver du networking, donc de l'aide pour trouver les partenaires dans les pays d'Eureka, pour trouver les meilleurs partenaires pour ces projets d'R&D. Et je crois que c'est ça. Et donc, et j'espère sincèrement qu'on peut bientôt ouvrir des appels pour des projets avec les pays africains, avec le Maroc et des autres aussi. Et aussi avec InnoWide, ça peut servir aussi pour établir des nouvelles partenariats pour des projets futurs aussi. Donc peut-être pour résumer, finalement, ce serait l'accès à un réseau, oui. Le fait d'avoir un ensemble de personnes qui peuvent sélectionner les bons projets et trouver les bonnes expertises pour pouvoir accompagner ces projets-là. Donc pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, et le financement. Donc sur InnoWide, peut-être, parce que à quel moment est-ce qu'on peut imaginer commencer à voir les applications Non, InnoWide, ça va commencer ça va ouvrir le 5 septembre, donc okay. C'est après l'été, justement. 5 septembre, ça va ouvrir et on va avoir des appels toutes les années. Okay. Cette année, on va avoir une priorité spécifique sur l'Afrique, mais après ça, c'est toujours ouvert, c'est pour tout le marché global. Donc, voilà. Peut-être une dernière question. On sait tous que c'est très difficile que ce mariage entre les entreprises qui sont à la recherche d'innovation et puis les chercheurs ou les entrepreneurs qui, eux, innovent dans leur coin et n'ont pas forcément trouvé la bonne route vers ce dialogue-là. Quel serait un peu votre feedback à vous pour essayer de réussir et d'accélérer ce mariage-là? Parce que ça fait quelques années qu'on en parle, mais véritablement, comment est-ce qu'on peut imaginer un monde où entreprise, innovation, on va dès le début ensemble et on arrive à être extrêmement agile ensemble? La vérité, c'est le challenge numéro un justement de la recherche applicative, c'est de répondre à des besoins réels des entreprises et justement faire en sorte que l'innovation apporte de la valeur ajoutée à ces entreprises-là. À mon avis, la première, il n'y a pas de recette magique. Premier prérequis, c'est que le management des entreprises doit croire que l'innovation, c'est un must s'ils veulent faire de l'entreprise des entreprises durables qui vont durer dans le temps, qui vont être profitables sur le long terme. C'est une nécessité. Donc, sans vision, sans un management qui y croit, donc je ne pense pas qu'on peut aller loin. Maintenant, si le management il est là, il a besoin d'une infrastructure, de chercheurs qui comprennent que le besoin de ces entreprises-là sont une priorité de recherche applicative. Le fondamental, il est nécessaire, mais au-delà du fondamental, il faut une écoute, il faut une culture écoute client chez les chercheurs-là. Et c'est pourquoi justement des programmes d'acculturation et d'accompagnement des chercheurs qui veulent aller sur l'entrepreneuriat est nécessaire. Donc aujourd'hui, si un chercheur a une idée, il n'est pas suffisant de construire un beau projet parce qu'in fine, s'il n'a pas de porteur, s'il n'y a pas d'entreprise qui achète le concept et qui finance le concept et qui va plus loin, il ne servira à rien. Il y a beaucoup d'exemples. Et donc, aujourd'hui, ces programmes-là permettront justement à ces chercheurs d'avoir un esprit d'entrepreneur. Et d'avant d'avancer plus vite, ils regardent le marché, l'entreprise, ils communiquent et puis ils développent une solution technologique qui répond à ce besoin-là. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi adosser l'entrepreneuriat et le venturing avec la recherche est primordial. Parfait. Donc en fait, il y a vraiment, ça démarre avec une entreprise qui doit avoir un leadership convaincu,
Il faut que les entrepreneurs eux-mêmes comprennent que la priorité, c'est de comprendre ce dont l'entreprise a besoin et qu'il y ait ensuite l'infrastructure avec et éventuellement, pas éventuellement, obligatoirement le financement qui va avec. Très bien résumé. Merci. Georges? Oui, en fait, nous, on est conscient de la difficulté qu'il y a parfois d'amener le résultat des projets d'R&D au marché. Donc, on a créé ce qu'on appelle Investment Readiness Program, où on travaille avec les corporates, pour aider les PME d'Eureka à trouver des investissements à travers des corporates, mais aussi avec des missions internationales où on amène les entreprises vers les grands événements internationaux de venture capital, de business angels, comme Collision au Canada, Switch à Singapour, Web Summit cette année à Lisbonne. Donc, on essaie aussi de faire le pont entre le résultat de la recherche et le marché, parce que il existe encore ce qu'on appelle le vallée de la mort de l'innovation. Ça existe toujours dans l'Europe et partout, mais dans l'Europe, c'est encore difficile pour arriver vite au marché. Il faut encore faire beaucoup sur ce domaine. Donc quand même un appui un peu plus macro pour assurer qu'il y ait véritablement un accompagnement de cette recherche-là qu'on puisse véritablement investir. Merci. Merci beaucoup pour vos réponses et pour le partage d'expériences. Et bonne fin de journée à tous.